Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table. Dans la seconde partie de l'émission, aujourd'hui, confinement ou retraite, comment prendre de la hauteur? Il y a un risque plus grand que la mort, celui de ne pas avoir su vivre. Voilà ce qu'écrit notre invité, l'écrivain voyageur Édouard Cortés, auteur de Par la force des arbres, qui paraît aux éditions des Équateurs. Il a choisi, lui, de s'élever par la nature, par les arbres. Avec lui, donc, nous reprendrons un peu de hauteur à partir de 12h55. Mais d'abord, un as du piano. Alexandre Tarot est notre invité à l'occasion de la sortie de son nouvel album, Le Poète du piano, qui vient donc de paraître chez Erato, un mois après une collaboration avec la soprano Sabine Devielle pour Chansons d'amour sur le même label. Avec lui, on va parler solo, on va parler concert, on va parler de ce que le confinement fait aux mains et surtout de ce que le piano fait à l'esprit. Bienvenue à tous autour de votre grande table. La grande table. Olivia Gesbert. Tous les concerts en public sont annulés. Restent quelques belles initiatives comme celle de la Philharmonie de Paris qui diffuse sur sa plateforme live une programmation pensée pour consoler et répondre aux attentes d'un public mélomane. Lundi, c'était l'Orchestre de Paris dirigé par Rebecca Tong. Demain, à 20h30, en live, ce seront 3 concertos pour piano sous la direction de Maxime Pascal, interprétés par l'ensemble Le Balcon et par Alexandre Tarot au piano. D'ailleurs, on va écouter 2 secondes parce qu'on dit que les répétitions ont commencé à la Philharmonie. Extrait du concerto pour piano numéro 5 de Bach. Bonjour à vous, Alexandre Tarot. Bonjour. Merci d'être avec nous. On peut jouer sans public et néanmoins jouer pour lui, pour le public? Difficilement, c'est quelque chose de compliqué. On était hier dans cette grande salle Pierre Boulez de la Philharmonie de Paris, donc pour préparer ce live de demain soir. Et vous savez, quand on répète sur scène, le matin ou la veille d'un concert, on imagine, on anticipe ce que l'acoustique va nous renvoyer au moment du concert. Une salle pleine n'a rien à voir avec une salle vide. Mais là, on ne va pas avoir cette surprise-là, qui est souvent une bonne surprise. Pas toujours, mais la présence du public peut assécher l'acoustique, donc c'est pas forcément bien, mais à la Philharmonie, c'est bien. Mais la présence d'un public peut vous apporter du bon et du mauvais. Mais en tout cas, il y a une surprise, un danger de l'entrée sur scène, comme quand on tombe, quand on se lance dans une piscine dont on ne connaîtrait pas la température de l'eau. Et c'est ça le concert, c'est l'approche, c'est renifler, sentir comment on va être à tel moment. Sauf que demain, évidemment, il y a quand même cette petite peur, cette petite appréhension, on veut bien faire les choses, mais le public ne va pas être là, il va être derrière ces écrans multiples et variés. Mais ce n'est pas la même chose. Ce sera un peu comme jouer aussi dans une cathédrale vide. Il n'y aura pas donc cette communion que l'on peut ressentir aussi quand on joue en public. Quel contrat vous passez, vous, Alexandre Tarot, avec le public? Quel pacte quand vous jouez en public? Je ne parlerai pas de pacte, je dirais simplement, et ça j'en suis persuadé que les auditeurs le ressentent, c'est qu'ils me sont indispensables. Je pourrais arrêter la musique demain, mais je ne pourrais pas arrêter d'être sur scène. Et c'est peut-être pour ça que je suis un peu malheureux en ce moment. C'est que j'ai besoin d'être sur scène, même pour balayer ou faites-moi faire n'importe quoi, mais je veux être sur scène. Et donc, le public a cette importance essentielle dans ma vie. Ça veut dire aussi que je suis excessivement réceptif à ce qu'il me renvoie. Donc je peux rater un concert parce que quelques personnes dans la salle sont malveillantes
ou comme j'arrive très fatigué, ça arrive en tournée, hein, vous savez. On arrive, hier c'était bien, donc ce soir ça va être un peu moins bien, je suis fatigué, j'ai pas bien dormi, le décalage horaire, et puis je rentre sur scène, et là, il suffit qu'un public vous veuille du bien, soit disponible à cette rencontre extraordinaire qu'est le rituel du concert. Et là, il vous emporte, et j'ai l'impression que le public joue pour moi, parfois. Vous dites, on peut me retirer tout, même la musique, mais pas la scène. Pourquoi ? Quel plaisir, quel frisson vous y retrouvez ? Ou peut-être quel sentiment d'être présent à vous-même, d'être au monde là, à ce moment-là ? C'est que vous êtes vivant sur scène. Et tout ce que vous vivez sur scène, c'est comme la vie d'à côté, mais multiplié par 1000. Les émotions, le ressenti, l'aventure, l'amour, l'échange. Et quand vous vivez ça, la vie d'à côté paraît bien fade. Vous le retrouvez dans un studio de radio, par exemple, ce sentiment, ou dans un studio d'enregistrement ? Un studio de radio, c'est autre chose, parce que là, on parle et je pense que... si vous voulez, un musicien, un interprète n'est jamais totalement à l'aise avec des mots. Parler, pour nous, c'est quelque chose qui n'est pas aisé. Alors que donnez-moi un piano, et là, je pourrais mieux parler, vous dire des choses plus importantes. Au programme de ce concert en 3 parties, qui se jouera donc sans public demain, mais qui sera rediffusé, transmis sur la plateforme live de la Philharmonie et sur Arte Concert, on pourra retrouver ce concerto pour piano numéro 5 de Bach. On pourra aussi retrouver un morceau, une pièce du compositeur contemporain argentin formé en France, franco-argentin aujourd'hui, Oscar Strasnoy, et aussi du Mozart. On en écoute un extrait, c'est le concerto pour piano numéro 9, Jeune homme. Ce jeune homme, vous l'interpréterez demain au piano, Alexandre Tarot, voilà. J'avais jamais pensé. Mais on le retrouve aussi, et c'est l'extrait qu'on vient d'entendre sur ce nouvel album, Alexandre Tarot, le poète au piano, qui vient de sortir sur le label Erato. Album assez fou quand même, parce qu'il montre à quel point vous êtes touche à tout. Et on comprend vite que cet éclectisme, c'est aussi votre colonne vertébrale en fait.
Oui, je ne sais pas si je suis un touche-à-tout parce que mon répertoire est finalement assez restreint, mais il s'étend sur 3 siècles, c'est vrai, de la musique de Couperin, Rameau, Bach, Scarlatti, des compositeurs baroques, jusqu'aux compositeurs d'aujourd'hui. Et dans les compositeurs d'aujourd'hui, vous parliez d'Oscar Strasnoy que je joue demain, grand compositeur argentin, mais je mets dans la catégorie des compositeurs aujourd'hui des auteurs, des compositeurs de chansons par exemple, ou de jazz, et que j'ai interprété, mais assez furtivement à chaque fois, parce que je sais très bien que je ne suis pas un pianiste de chansons, je ne suis pas un pianiste de jazz, et je n'ai pas cette aisance-là. Mais c'est vrai que j'ai fait quelques disques, quelques pas de côté pour le plaisir et aussi pour mieux me recentrer après. Ah, recentrer vers quoi? Sur quoi? Au départ, je suis vraiment un interprète de la musique classique. Mais en tant que grand fan de la chanson française, je suis allé vers ces chanteurs de chansons françaises que j'aime tant et qui m'apprennent tant, parce que les chanteurs sont vraiment des professeurs pour nous pianistes. Et donc j'ai fait un disque en hommage à Barbara il y a 3 ans. Voilà. Après, je suis allé, dès que je le pouvais, travailler avec des artistes qui avaient un autre mode d'expression que le mien, comme Bartabas ou des gens comme ça. Bon, Ou Dominica qui c'était est avec vous. Pardon? Ou Dominique A. Dominique. Qui est avec vous Oui, sur cet parce album. qu'on a mis une chanson Ouais. qui n'était pas destinée au disque, mais qu'on avait enregistrée un soir, et qui est magnifique parce que c'est un interprète hors pair. Et on l'a inclus dans cette anthologie, c'est ce qu'on appelle un best-of, mais avec aussi des nouveautés. Voilà, les bizarreries quand même sur ce disque, ou les raretés et surprises, comme vous les avez appelées, c'est effectivement Dominique A, Barbara, Morricone ou encore les Beach Boys. Alors vous dites un répertoire restreint sur 3 siècles, c'est quand même, et on le voit à travers cet album, hein, pour vous, une étendue, une palette qui va du répertoire symphonique à la musique de chambre, du baroque à la musique contemporaine, avec ces quelques surprises. Côté baroque, je rappelle qu'on peut d'ailleurs toujours aussi vous retrouver sur Arte Concert au piano dans la Galerie des Glaces du château de Versailles pour du Lully, du Couperin, des grands chefs-d'œuvre, hein, du baroque, mais pas seulement. Un mot de ce Rameau, compositeur baroque, donc du XVIIIe, qui sera votre révélateur dans la vie, Alexandre Tarot. Il se devait de figurer aussi, hein, sur ce triple album. Avec un extrait du premier CD où vous jouez en solo qu'on va écouter avec le tambourin de Rameau. Mais d'abord sur ce compositeur et ce qu'il a révélé en vous, parce que c'est pas simplement lui qui vous a révélé, c'est aussi qu'il a trouvé, ou que vous avez trouvé avec lui quelque chose en vous que vous n'aviez pas encore totalement peut-être perçu ou démasqué. Ouais. Je l'ai découvert à l'adolescence, sous les doigts de Marcel Meyer, qui c'était cette grande pianiste morte dans les années 60, et dont il existe des disques. J'ai entendu ces disques, ça a été une révélation pour moi. Alors, après ça, j'ai acheté les partitions de l'œuvre pour clavier, donc pour le clavecin à l'époque, et je les ai jouées, je les ai travaillées sur mon piano moderne à moi. Et puis, j'ai été profondément attiré par cette musique, difficile parce qu'il y a plein d'ornements, une technique d'interprétation qui m'était étrangère jusque-là. Et j'ai commencé à jouer cette musique au concert. J'ai ressenti un public extrêmement silencieux, réceptif. Et ensuite, j'ai enregistré ce programme. C'était chez Harmonia Mundi, il y a maintenant presque 20 ans. Et ce disque a eu un grand succès. Et surtout, il m'a fait connaître un public plus large, paradoxalement, parce que musique de Rameau, en plus au piano, c'était pas au départ un disque qu'on pourrait appeler un disque à succès. Mais ça l'a été. Et donc, ça a vraiment fait basculer ma vie, on peut le dire. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai cessé de jouer cette musique qui est la base, si vous voulez, de la musique française pour clavier. Vraiment Rameau et dans une certaine mesure Couperin, ce sont les 2 arrière-grands-pères de toute une lignée de compositeurs français qui vont de Saint-Saëns à Chabrier, au groupe des 6 comme Milhaud, Poulenc, mais aussi Ravel, Debussy, même Satie, et encore de nos jours certains jeunes compositeurs qui peuvent se revendiquer de cette famille-là. Vous défendez-vous, Alexandre Tarot, un travail de transcription et notamment de ce répertoire écrit pour clavecin à diffuser au piano. Pourquoi? À quel titre? Quand c'est beau, tout simplement. Alors je ne joue pas toute la musique baroque. Certains compositeurs, certaines œuvres même, prenons Couperin, je trouve que dans la musique de François Couperin, il y a des pièces qui marchent très bien.
et d'autres qui ne marchent pas bien sur un piano moderne. Vous savez, c'est un peu comme au cinéma, il y a des prises qui passent toutes seules et d'autres qui passent pas. Il y a des acteurs qui ils font n'importe quoi, ça passe sur la pellicule, et d'autres, ils peuvent être de merveilleux acteurs, mais ça ne passe pas. Et la musique, c'est pareil. Je trouve que le piano d'aujourd'hui est un instrument orchestre, un instrument large, alors peut-être trop large pour cette musique, donc il faut suralléger les doigts, le jeu, mais c'est un instrument qui est magnifique pour cette musique. Il lui donne un côté orchestral, quelque chose de peut-être plus chaleureux. Et Plus moderne? peut-être, en tout cas, plus lié à notre temps. On va écouter du coup un extrait, là encore, de Jean-Philippe Rameau, interprété par vos soins, Alexandre Tarot. Rameau, il a publié 3 livres de pièces de clavecin. Ce que l'on va écouter, c'est le tambourin de Rameau, extrait du second livre de ses pièces, signé Rameau. Rameau, il y aura Rameau dans votre vie et Rameau sera suivi de Bach et de Ravel. Vous parlez d'un trio gagnant pour le pianiste que vous êtes aujourd'hui, Alexandre Tarot, un répertoire qui vous correspond bien, un répertoire varié quand même. Est-ce que vous diriez que chaque couleur de ce répertoire que vous interprétez aujourd'hui correspond quand même aussi à une facette de votre personnalité? Ou est-ce que c'est une question de moment, d'humeur, de tempérament, d'époque? À quoi ça tient d'avoir envie tout à coup de reprendre une pièce de musique contemporaine ou de prendre un morceau du répertoire baroque ou classique ou romantique? On joue bien ce qui nous ressemble. C'est vrai que la musique de Ravel, par exemple, je ne dis pas que je la joue bien, mais je la joue mieux que d'autres compositeurs de mon répertoire. C'est la musique d'un petit monsieur qui était un grand romantique, mais engoncé dans son corset, qui voyait la vie en grand, mais qui rapetissait ses portes et les pièces de sa maison, et qui disait peu de choses, mais qui nous disait tout, en tout cas les choses les plus importantes de sa vie, par la musique. C'était aussi un homme qui voyait sa vie comme une grande arche, et ses œuvres sont comme ça, ce sont toutes des grands gestes, parfois un seul geste, comme le boléro, vous voyez cette mélodie qui ne s'arrête pas, ou la valse, mais avec une multitude de petits détails derrière. Alors ça, c'est un petit peu moi. Vous voyez, on est attiré par une musique qui nous ressemble, mais elle aussi vous tend les bras. Vous êtes aujourd'hui le poète du piano, Alexandre Tarot. C'est le titre de ce nouvel album qui sort chez Erato. Et vous êtes notre invité jusqu'à 13h30. France Culture. La Grande Table. Olivia Gesbert. Enfin, plutôt 12h30 pour commencer aujourd'hui. C'est moi qui serai là jusqu'à 13h30, mais sans vous pour la deuxième partie de La Grande Table. Alexandre Tarot, grand pianiste, est avec nous aujourd'hui pour une dizaine de minutes encore. La virtuosité, ça s'acquiert à force d'exercice, diriez-vous, Alexandre Tarot? Quand on est jeune, au conservatoire, on devient virtuose. Par nos facilités ou par le travail. Mais être virtuose, alors je ne sais pas exactement ce que ça veut dire virtuose. On pense virtuosité, on pense vite et fort. Alors jouer vite et fort sur un piano, c'est très facile. Il faut avoir quand même
un peu de don pour jouer vite et fort sur un piano, mais vous allez dans tous les conservatoires des grandes écoles de musique du monde entier, vous allez découvrir des milliers, des centaines de milliers de jeunes pianistes en herbe qui jouent vite et fort et très bien. Donc c'est un travail d'apprendre à jouer plus lentement et plus doucement, plus délicatement. De découvrir, oui, d'être musicien. Mais virtuosité, ça voudrait dire aussi jouer. Vous venez d'entendre une pièce de Rameau avec beaucoup d'ornements, et ce sont des choses extrêmement, beaucoup plus difficiles que de jouer vite et fort. Il y a Bon, je ne veux pas parler de technique de piano maintenant, il faudrait beaucoup plus que quelques minutes. Mais prenons un exemple. L'un des sommets, c'est quand même les variations Goldberg de Bach, sans expérience, sans patience, sans délicatesse. Elles seraient restées inabordables pour vous ? Oui, oui. C'est surtout, là vous parlez d'un cycle d'une grande profondeur qui va chercher très loin en nous et qui nous élève aussi. Donc on a l'impression de rentrer dans la terre, là, de s'ancrer à la terre et en soi, aller chercher au fond de nos tripes, mais très bas, vous voyez, très bas dans notre corps, et en même temps de nous élever au-dessus de nous tous. C'est une musique qu'il est difficile de jouer. On peut jouer les notes sans problème à 15 ans, mais de l'interpréter en concert et de faire passer le message incroyable qu'elle détient, il faut attendre plusieurs décennies. Vous êtes fan d'eux, et vous l'évoquiez, Alexandre Tarot, fan de Barbara. Vous l'avez vue en concert, on était alors en 87. C'était, et vous l'avez raconté, pour vous, la découverte d'une voix, d'une présence, d'une silhouette, la Dame en Noir. Vous lui consacrez un album en 2017 avec les grandes voix de la scène française qui vous accompagnent et vous rejoignent pour l'occasion, et un spectacle avec Juliette Binoche, Vaille que vivre, inspiré du livre de Barbara. Il était un piano noir. Spectacle présenté au Festival d'Avignon. Vous louez sa manière inégalable de dessiner une phrase musicale, et on s'est dit que peut-être vous auriez aimé être son pianiste, l'accompagner, ou pas du tout ? Oh, je ne sais pas, parce qu'elle était difficile. Et je ne sais pas si j'aurais eu les nerfs pour la supporter. Je suis très ami avec Roland Romanelli, qui a été son accordéoniste, son arrangeur, son compositeur, son ami, son amant, son homme, son infirmier pendant 20 ans. Et grâce à lui, j'ai pu mieux comprendre Barbara. Mais par lui, j'ai aussi compris qu'il était très très difficile de travailler avec elle. Je me souviens qu'à une période de ma vie, à chaque fois que j'arrivais quelque part, je regardais, je ne savais pas du tout la musique, je ne savais pas du tout jouer le piano, mais le premier objet, la chose essentielle pour moi, c'était qu'il y ait un piano dans cette maison. Et j'allais, je tapotais comme ça, ça je me souviens. Mais vous n'avez jamais appris à jouer du piano? Non, mais je joue très mal d'ailleurs, mais je m'accompagne si vous voulez. J'envisage assez difficilement qu'un jour je puisse quitter. Je ne quitterai jamais mon piano, c'est-à-dire que je me lèverai peut-être, mais il y aura toujours un piano là parce que c'est un objet, je m'en suis fait une espèce de maison, de jardin, ça m'abrite, c'est merveilleux pour moi. C'est ça, enfin, je suis une femme au piano avant tout. Piano dans une maison, c'est essentiel, dit-elle. C'est presque comme une table dans un jardin, on ne peut pas s'en passer. Pour vous aussi, c'est la chose essentielle. Quand vous entrez quelque part, il faut qu'il y ait un piano. Ah, c'est tout le contraire. Ah, vraiment, je n'ai pas de piano chez moi depuis maintenant plus de 22 ans, je crois. Mais c'est pas possible. Je suis séparé, oui. Pourquoi ? Parce qu'il me prenait trop, comme un vieux couple. Et je vais travailler chez les uns et les autres. Et puis en même temps, là, à cause du Covid-19, je suis sur Paris, mais en général, vous êtes en tournée, les routes et j'ai très peu de temps à Paris. Donc, l'objet du piano, je n'ai pas ce lien qu'avait Barbara à l'instrument. Je m'en détache plutôt. Mais vous le travaillez où, votre piano ? Chez les uns, chez les autres. Vous allez chez des amis pour travailler votre piano ? C'est ça. Et ils vous accueillent ? Et oui, j'ai des clés, j'ai un trousseau de clés, et je vais à droite, à gauche. C'est aussi une très bonne manière de travailler. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de sortir de chez eux pour travailler. C'est la même chose pour moi. D'accord, donc vous séparez vie professionnelle et vie privée. Et le piano n'a pas sa place dans votre vie
personnel. Mais si, privé, parce que le piano, ce dans n'est cet pas que espace-là. du bois, du fer et de l'ivoire de synthèse. Je l'ai en moi, le piano. Et j'y pense tout le temps. Vous voyez, je vous parle, là, je travaille. Je travaille pour mon concert de demain. Et on peut travailler sans le clavier. On prépare et puis on attise le désir en mettant le piano à distance. C'est un travail très intéressant. Quand je marche, par exemple, en ce moment, je travaille beaucoup place des Vosges, chez une amie qui a la chance d'avoir un bel appartement place des Vosges. Alors un appartement, ça vous donne aussi envie de travailler. Vous travaillez avec les murs, les tableaux qui vous entourent. C'est eux aussi qui travaillent pour vous. Eh bien, je ne sais plus ce que je voulais dire. Dans cet appartement, je travaille vraiment très consciencieusement. Vous voyez, et je marche, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que je marche de mon appartement à Bastille jusqu'à la place des Vosges, donc ça reste dans le périmètre d'1 kilomètre, et pendant ces 10-12 minutes de marche à pied, je travaille intensément mon piano. On n'a pas besoin du clavier pour travailler. Dans la deuxième partie de l'émission, c'est un écrivain qui va nous rejoindre, qui a appris à communiquer avec les arbres en s'y perchant le temps d'un printemps. Vous êtes toujours aussi en dialogue avec votre instrument, il vous parle. Il n'y a pas que vous qui lui parlez, non? Oui, un piano a une voix qui lui est propre. Aucun piano ne ressemble à un autre. Chaque piano a son identité, la texture de son son lui est propre et vraiment très particulière. Vous le ressentez nettement sur scène quand vous allez d'un piano sur l'autre. À la Philharmonie de Paris, donc, où je joue demain, il y a, je crois, 7 pianos de concert Steinway. J'ai pris celui-ci, tel numéro, ils ont des numéros les pianos. J'aimerais bien qu'ils aient des noms, mais ils ont des numéros à 6 chiffres. C'est déjà pas mal. Mais ces 6 ou 7 pianos qu'il y a à la Philharmonie de Paris sont très différents les uns des autres. On n'aura pas le temps de l'écouter, mais un mot peut-être pour la camarade Sabine Devielle qui a composé avec vous, imaginé plutôt conçu cet album complice de musique, de chansons, d'amour, de musique française aussi pour beaucoup. Comment vous avez choisi, vous, de travailler ensemble tous les deux? Oui, c'était au mois de septembre, le disque est sorti, il s'appelle Chansons d'amour, ce sont des mélodies de Fauré, Debussy, Poulenc, Ravel. C'est une immense interprète et on s'est liés d'amitié. Je l'avais invitée sur l'un de mes albums, Rachmaninoff, il y a 3-4 ans. Et elle m'a invité sur son album aussi pour l'accompagner l'espace de 3-4 minutes. Et voilà, petit à petit, c'était tout à fait évident qu'on enregistre un album entier ensemble. Et il est là, cet album paru aussi en septembre, alors que ce mois-ci, chez Erato, c'est ce triple album, Alexandre Tarot, le poète du piano. Très, très bel album que je vous recommande de vous procurer dès que les disquaires auront rouvert, dès qu'on pourra retrouver cela. Merci 1000 fois à vous, Alexandre Tarot, d'avoir été avec nous.